Elle est partie de chez elle en disant à ses parents qu'elle passerait la nuit chez des amis. Ils ont supposé qu'elle était partie au volant de sa Rover blanche. Depuis, plus personne ne l'a revue. Rien ne laissait penser qu'elle pouvait disparaître ainsi. Pour l'une de ses habitantes, Jenny Nickel, la vie tournait autour de l'amitié, de la famille et du plaisir de profiter du plein air. Jenny, 19 ans, aimait la campagne plus que tout et adorait partir camper. C'était une grande passionnée de rock, notamment de Jimi Hendrix, et elle jouait aussi dans un groupe baptisé No Fouling. Ils avaient réussi à se faire connaître, avaient joué au Richmond Live Festival et étaient même arrivés en finale du Battle of the Bands en 2002. Jenny travaillait dans une supérette de la ville et tout le monde la connaissait dans les pubs des environs, où elle se produisait avec son groupe. Elle vivait avec ses parents, Anne, ancienne femme de ménage, et Brian, major de l'armée à la retraite, dans Bolton Avenue. C'est là que commence notre histoire. Le 30 juin 2005, Jenny est sortie de la maison. Elle n'a pas précisé où elle allait, ni qui elle devait voir. D'après ce qu'elle avait emporté, tout laissait penser qu'elle partait camper. Rien d'étonnant. Elle avait l'habitude de passer la nuit dehors avec des amis et de rentrer le lendemain. Elle a embrassé Anne, lui a dit qu'elle ne rentrerait pas ce soir-là, puis elle est partie. Elle devait récupérer une amie le jour suivant pour sortir toutes les deux le soir venu, mais elle ne s'est jamais présentée. Son amie a essayé de l'appeler, sans succès. Le lundi est passé et Jenny n'est pas venue à son service. Les inquiétudes ont commencé à grandir. 4 jours après son départ, sa mère l'a déclarée disparue. Plus tard dans la journée, Anne est sortie chercher sa fille, et c'est elle qui a découvert la Rover blanche de Jenny, abandonnée sur le parking d'un pub. Un signalement détaillé a été diffusé dans l'espoir que quelqu'un ait remarqué quelque chose. Jenny était décrite comme mince, d'environ 1,68 m, avec des yeux verts et des cheveux blonds tombant sur les épaules, qu'elle attachait souvent en queue de cheval. On l'avait vue pour la dernière fois en jean bleu, basket noire, petit haut sans manches et une parka kaki à capuche qu'elle portait souvent. Des centaines d'affiches ont été distribuées pour demander à la population de signaler la moindre piste. Comme toujours dans ce genre d'affaires, il ne fallait qu'un minuscule indice. Quelques jours après sa disparition, Anne et Brian ont entrepris de fouiller la plantation de Sandbeck. C'est là qu'ils ont fait une découverte. Les affaires de toilette de Jenny et une chemise de nuit, partiellement dissimulée sous les feuilles. Ses amis expliquaient que Jenny avait tendance à garder les choses pour elle, qu'elle ne se confiait pas facilement. Les enquêteurs savaient donc que la tâche serait difficile. Les recherches se sont poursuivies et la police a frappé aux portes du voisinage pour tenter de reconstituer le puzzle. Le 6 juillet, les autorités ont annoncé qu'elles étaient extrêmement inquiètes pour la sécurité de Jenny. Le lendemain, une cellule d'enquête a été installée au commissariat de Richmond et une vingtaine d'agents ont été mobilisés. Comme elle était connue dans les pubs, les policiers sont allés interroger les habitués pour savoir si quelqu'un avait remarqué quelque chose d'utile. Le 10 juillet, l'inspecteur principal Pete Martin, responsable de l'enquête, a supplié Jenny de contacter ses parents d'une manière ou d'une autre. Ces derniers restaient à côté du téléphone, attendant la moindre nouvelle. L'inspecteur Martin a déclaré que les enquêteurs se montraient très encouragés par la réaction du public. Tout le monde espérait que nous retrouverions cette jeune femme et que nous la rendrions à sa famille au plus vite. Nous ne ménagions aucun effort pour retracer le parcours de Jenny et la réunir avec ses proches. D'immenses recherches étaient en cours. On fouillait partout, sans rien laisser au hasard. Mais malgré tout cela, rien. Absolument rien. Puis les enquêteurs ont mis la main sur un élément qui allait enfin leur donner une piste. Jenny fréquentait quelqu'un. David Hodgson, un homme marié, père de 2 enfants, dans la quarantaine. Ils se connaissaient parce qu'elle avait été à l'école avec ses 2 filles. En réalité, il la manipulait depuis qu'elle avait environ 14 ans. Il niait toute relation sexuelle, puis a finalement admis qu'ils avaient couché ensemble à 5 reprises, tout en prétendant que cela n'était arrivé qu'après ses 16 ans. David et son frère Robert connaissaient les environs comme leur poche. Ils avaient construit plusieurs abris et petites cabanes dans les bois. David jurait n'y avoir jamais emmené Jenny, mais les preuves ADN racontaient le contraire.
Les analyses ont montré qu'ils avaient eu des contacts sexuels dans 2 de ces abris. 9 jours après la dernière fois où Jenny avait été vue, David a été arrêté pour être interrogé. Il répétait qu'il n'entretenait aucune relation avec elle. Les policiers n'y croyaient pas une seconde. Le lendemain, un message est arrivé sur le téléphone de son amie Jennifer. « Salut Jen, dis à Jack que je vais bien. Je sais que tout le monde va être furieux. Dis-leur que je suis désolé. Je vis en Écosse avec mon copain. Je flippe. Papa va me tuer. Maman s'en fiche. J'espère que Nick m'a pas balancé. Je garde mon portable éteint. Dis à papa que la voiture saute des vitesses et cale. Remets-la en vente. Dis-lui que je suis désolé. » Le même jour, un message a aussi été envoyé à une autre amie, Nicolas. « Je croyais que tu m'avais dénoncé. Je vais peut-être avoir des ennuis avec mon père. Et dis à maman que j'inventais. Elle en avait rien à faire. Suis parti camper vers Keswick. C'était super. Je dois filer. À plus. » Ces textos provenaient des environs de Carlisle. Le 14 juillet, un message est arrivé sur le téléphone de son père. « Pourquoi tu me détestes? Je sais que maman oui. Je lui ai dit que je partais. Je reviens pas et les flics me retrouveront pas. Je suis bien ici. Tout le monde me déteste à Richmond. Le seul pote que j'ai, c'est Jack. Je t'écrirai dans quelques semaines. Dis aux flics que j'ai presque 20 ans. Je reviens pas. Qu'ils aillent se faire voir. C'est elle qui m'a foutu dans cette merde. C'est sa faute, pas la mienne. On me rend responsable de tout. Je suis désolé. Fallait que je parte. C'est une connasse. Jamais rien à manger et elle fouille toujours ma chambre, pique mes bonbons. Je dois y aller. Je suis vraiment désolé. Bisous. » Ce message venait des abords de la frontière écossaise. Ces textos avaient un peu apaisé l'inquiétude. Il y avait enfin un semblant de contact. Pour Anne, il semblait crédible, et elle est partie chercher Jenny dans les endroits d'où ces messages semblèrent provenir, mais elle ne l'a trouvée nulle part. Le téléphone de Jenny n'a plus jamais été rallumé après ses envois et n'a jamais été retrouvé. Ces messages contenaient des informations personnelles que seule une personne proche de Jenny pouvait connaître. Des soucis mécaniques de sa voiture, des détails concernant ses amis, expliqua l'inspecteur Martin. Il pensait que ces messages avaient été envoyés par quelqu'un d'autre, quelqu'un qui connaissait Jenny suffisamment bien pour imiter ses paroles et ses habitudes, dans l'espoir de rassurer ses proches, alors que la réalité était tout autre. Dans les affaires où quelqu'un choisit de disparaître volontairement, la police finit souvent par repérer des signes annonciateurs. Retirer une grosse somme d'argent, organiser un trajet, réserver un hébergement, prévenir un ami pour se faire héberger. Ce sont de petits détails, mais qui tracent généralement une ligne claire montrant l'intention de partir. Dans le cas de Jenny, rien de tout cela n'existait. Aucun mouvement inhabituel sur son compte, aucun projet de voyage, rien qui suggère qu'elle avait préparé un départ. Pas un centime n'avait été retiré. Elle avait même payé à l'avance une série de 25 séances de bronzage, dont elle n'en avait utilisé que 2. Tout cela renforçait la conviction des enquêteurs. Son départ n'était pas volontaire. En examinant ses liens avec David, la police a découvert que Jenny s'était en réalité rapprochée du frère de celui-ci, Robert, et qu'ils étaient même partis camper ensemble peu de temps avant sa disparition. Le 6 octobre, c'était l'anniversaire de Jenny. Elle aurait eu 20 ans. Anne a relancé un appel à l'aide en dévoilant une grande banderole accrochée devant le lieu où travaillait sa fille. Des images de vidéosurveillance, prises quelques jours avant sa disparition, ont aussi été diffusées. Le 3 novembre, la police a annoncé que l'affaire n'était plus considérée comme une disparition. C'était désormais une enquête pour meurtre. Ce même jour, un homme a donné une interview au Northern Echo. C'était David Hodgson lui-même. Il expliquait recevoir des menaces de mort depuis que leur relation avait été rendue publique. Il prétendait que Jenny lui avait dit qu'elle comptait partir juste avant de disparaître et ajoutait lui avoir prêté une grosse somme d'argent. Voyons si nous pouvons enfin avancer dans cette affaire chargée d'émotions. Disait-on alors, celle de Jenny Nickel, 19 ans. Depuis 6 mois, ses parents, en plein Yorkshire,
vivait dans l'angoisse de savoir ce qui lui était arrivé. « Ah, vous avez dû être dévasté quand elle s'est évaporée ainsi. » « Eh bien, oui. Rien, absolument rien ne laissait penser qu'elle partirait. Elle n'est tout simplement pas rentrée un soir, et je n'ai retrouvé sa voiture que le lundi sur le parking du pub. Elle n'avait pas retiré d'argent, pas pris son passeport, rien préparé. Son argent est toujours sur son compte. Il n'y avait aucune préparation, aucune intention de quitter la maison. Elle n'est juste pas revenue. C'est son ours en peluche? Celui-ci est une réplique. Son père lui avait offert l'original à Noël et il avait disparu de la maison, peut-être deux mois et demi avant qu'elle parte. Celui-ci le remplace avec sa petite tenue kaki. Exactement. Si quelqu'un a vu cet ours, nous voulons le savoir. Absolument. Puis l'inspecteur principal Martin a expliqué pourquoi il était venu présenter l'affaire à Crime Watch. Nous avons reçu de nouveaux éléments qui suggèrent que la réponse à cette enquête est très, très locale, littéralement autour de Richmond, ici, dans le Yorkshire. À Richmond même, dans le Yorkshire. Oui. Pourtant, des messages avaient été envoyés depuis le téléphone de Jenny, au nom de Jedra et de Carly Lele. Oui, c'est exact. Et je suis convaincu que ces messages venaient de quelqu'un qui était très proche de Jenny, peut-être même un petit ami, et qui cherchait à faire croire qu'elle était toujours en vie, ce qui, selon moi, n'est pas le cas. Vous pensez qu'elle a été assassinée? Oui, absolument. Donc soit le meurtrier, soit peut-être un complice, a volontairement tenté de créer une fausse piste. Exactement. Connaissiez-vous tout le réseau d'amis de Jenny? Je veux dire, je ne sais pas si vous étiez au courant de toutes les personnes qu'elle fréquentait. Peu de parents connaissent vraiment toutes les relations de leurs filles adolescentes. Saviez-vous qui était dans son entourage? Non. Non. Jenny était quelqu'un de très réservé, qui gardait beaucoup de choses pour elle. Donc non, je ne connaissais pas tout son monde. Vous en connaissiez certains, bien sûr, mais maintenant il faut dresser un tableau complet de toutes ces personnes. C'est ce que nous essayons de faire, oui. Nous voulons retrouver tous les amis de Jenny, et en particulier, identifier quiconque parmi eux s'est rendu dans les environs de Kyle Islander aux dates auxquelles les messages ont été envoyés. Nous sommes donc loin d'un mystère entièrement opaque. Vous avez déjà réuni de nombreux éléments de ce puzzle, n'est-ce pas? Il ne nous manque vraiment plus que la toute dernière pièce. Oui, exactement. Si quelqu'un peut fournir cette pièce manquante, s'il détient la moindre information, qu'il nous contacte ici au studio ou qu'il appelle directement la ligne d'enquête. Au fur et à mesure que les investigations s'élargissaient, les policiers ont également examiné l'ordinateur portable de son père, à la recherche d'emails ou de contacts que Jenny aurait pu avoir, ou de toute chose susceptible d'éclairer d'autres aspects de sa vie, et peut-être de son état d'esprit. Cette piste a ajouté encore plus de douleur à la famille lorsque les experts ont découvert plusieurs milliers d'images d'abus sexuels sur mineurs dans l'appareil. Le lendemain de l'appel diffusé dans Crime Watch, Brian Nickel a comparu au tribunal, accusé d'avoir produit des images indécentes d'enfants. Le mois de mai suivant, il a reconnu 16 chefs d'accusation présentés à titre d'exemple devant la cour de la couronne de Teesside et a été condamné à une mesure de réhabilitation en milieu ouvert. La police a confirmé que ce matériel n'avait aucun lien avec la disparition de Jenny, mais cette révélation a ajouté à l'épreuve publique de la famille. Le 17 janvier 2006, David Hodgson et son frère Robert ont été arrêtés, soupçonnés du meurtre de Jenny. Robert a ensuite été relâché, aucune charge n'ayant été retenue contre lui. David a été libéré sous caution en attendant la suite de l'enquête. 2 mois plus tard, en mars, on a appris que la police avait fait appel à une équipe d'anciens officiers supérieurs pour réexaminer toute l'affaire, dans l'espoir qu'ils trouvent un angle encore inexploré. Le 27 mars 2006, les policiers poursuivaient leurs fouilles minutieuses dans la campagne lorsque, enfin, une avancée a été faite. Ils ont retrouvé l'ourson en peluche et la radio portable de Jenny, les premiers éléments concrets permettant de situer sa présence dans cette zone après sa dernière apparition. Ces objets ont été découverts dans la Sandbeck Plantation, un bois situé près de Longwood Bank.
La police a déclaré qu'il s'agissait d'une découverte importante et que des analyses seraient menées. Le détective Martin a ajouté que ces trouvailles pouvaient offrir des pistes médico-légales essentielles. La Sandbeck Plantation était une forêt dense où David et ses amis avaient construit des cabanes de fortune pour boire, camper et jouer aux cartes. Plus de 150 acres avaient été fouillés par les policiers, aidés par des soldats, et l'on explorait également grottes, puits, landes et autres recoins. Toujours aucune trace de Jenny. Voilà qu'une année complète s'était écoulée, et une centaine de personnes s'étaient rassemblées dans une église locale pour une cérémonie. La tante de Jenny a lu un hommage écrit par ses parents. Jenny est tout simplement unique. Elle est une jeune femme, notre fille, et nous la porterons pour toujours dans nos cœurs et dans nos pensées. C'est notre Win, et nous la retrouverons un jour, si tout se passe bien. La police, cependant, ne relâchait absolument pas la pression et continuait de se concentrer sur David. Ce qu'il découvrait commençait réellement à susciter des interrogations. Jenny n'avait pas été la seule à quitter la maison ce jour-là. David avait également annoncé à sa famille qu'il partait camper. Il était revenu le lendemain matin, aux dates où les messages avaient été envoyés aux amis de Jenny et à son père depuis Carlisle. Puis depuis la frontière écossaise, David avait loué une voiture et personne ne pouvait expliquer précisément ses déplacements. Il ne pouvait pas non plus justifier les centaines de miles accumulés sur le véhicule de location après la disparition de Jenny. L'un des piliers de l'enquête allait être la linguistique judiciaire. Le professeur Malcolm Coltart, spécialiste reconnu ayant travaillé sur plusieurs affaires très médiatisées, avait été sollicité pour la première fois dans la région afin d'apporter son expertise. On lui remit les transcriptions de plus de 100 messages envoyés par David, de 11 envoyés par Jenny, ainsi que des 3 messages partis en juillet après sa disparition. Il expliqua que ce qui rend les textos intéressants, c'est qu'ils sont très courts, mais que, comme c'est une manière d'écrire encore relativement spontanée, chacun développe en partie son propre style. Cela rend les messages beaucoup plus caractéristiques que d'autres modes d'écriture. Sa première tâche fut de déterminer s'il existait le moindre élément suggérant que Jenny avait réellement envoyé les messages postérieurs à sa disparition. Une des choses qu'il remarqua fut que Jenny utilisait le chiffre 2 pour remplacer certains mots, tout comme les messages envoyés après qu'elle s'était volatilisée. Mais Jenny collait systématiquement le mot suivant au 2, alors que dans les messages suspects, un espace apparaissait. Jenny écrivait généralement « I'm » ou « I'm not », alors que ses messages disaient « I am » et « ain't ». Elle écrivait « my »,« see you » et « phone » avec un F, tandis que les messages douteux disaient « me »,« si » et « phone » correctement orthographiés. Selon lui, il était donc hautement improbable que Jenny soit l'auteur de ces messages. Mais cela signifiait-il pour autant que David en était le rédacteur? Le professeur compara alors les messages de David et les exercices d'écriture manuscrite que la police lui avait demandé de réaliser. Plusieurs similitudes sautèrent immédiatement aux yeux. Le mot « off » écrit avec une seule lettre F au lieu de 2. Il avait même dû demander à un officier comment l'écrire durant l'exercice. Might écrit M-I-T-E, ainsi que ain't et didn't, sans apostrophe, figuraient à la fois dans ses messages et dans ceux envoyés après la disparition de Jenny. Le professeur expliqua que, d'un point de vue linguistique, il ne pouvait pas affirmer que David avait envoyé ces messages, mais qu'il partageait de nombreuses caractéristiques avec l'auteur probable et faisait partie d'un très petit groupe de rédacteurs possibles. Il était probable qu'il ait tenté d'imiter la manière dont Jenny écrivait, sans en saisir les nuances et les automatismes. Les enquêteurs travaillaient désormais sur la théorie selon laquelle Jenny Nickel avait été tuée par David Hudson lors d'une sortie en camping, peut-être à la suite d'une dispute ou d'un incident le soir où elle avait disparu, bien qu'aucune scène de crime n'ait pu être identifiée. Ils pensaient ensuite que son corps avait été abandonné quelque part dans les bois. Il aurait par la suite envoyé les messages après son premier interrogatoire pour tenter de se couvrir et faire croire que Jenny était toujours en vie et qu'elle était partie de son plein gré. Varan, ne sachant pas où se trouvait sa fille, vivait dans une angoisse constante. « Je ne supporte pas l'idée qu'elle soit seule, dans le froid, sous la terre humide, dans une sorte de tombe improvisée, confia-t-elle.
Mais quel aurait pu être le mobile? David était extrêmement jaloux et possessif, et il s'emportait dès qu'il la voyait parler à d'autres garçons. Au mois de mai 2005, ignorant que Jenny voyait alors son frère, Robert s'était rapproché d'elle. Quelques semaines avant sa disparition, Robert et Jenny étaient partis camper ensemble. Il avait ensuite tenté de la joindre, multipliant les appels et les messages sur son téléphone portable, mais sans jamais obtenir la moindre réponse. Plus tard, il accompagna la police jusqu'à l'endroit où ils avaient campé, mais rien n'y fut découvert. À mesure qu'elle se rapprochait de son frère, David devenait de plus en plus jaloux et amer. Puis, enfin, la nouvelle que beaucoup attendaient tomba. En mai 2007, David Hodgson, âgé de 47 ans, fut inculpé du meurtre de Jenny Nickel. Robert Turnbull, procureur en chef du North Yorkshire, déclara qu'il s'agissait d'une affaire inhabituelle, puisque le corps de Jenny n'avait jamais été retrouvé. Il ajouta qu'après un examen attentif et extrêmement minutieux, il estimait qu'il existait suffisamment d'éléments pour envisager une réelle perspective de condamnation, et que, sur cette base, M. Hodgson devait être poursuivi pour cette infraction. Le procès de David Hodgson dura 5 semaines, une épreuve particulièrement douloureuse pour la famille de Jenny. Sa vie privée se retrouva exposée et disséquée, et ses parents furent interrogés par la défense sur tous les aspects de leur quotidien. Ils en sortirent en larmes, décrivant l'expérience comme une véritable destruction de leur réputation. Les parents de Jenny ignoraient tout de sa relation avec David et ne découvrirent la vérité qu'au moment du procès. David affirma que Jenny avait fugué pour échapper à un père violent, une accusation que le juge qualifiera plus tard d'entièrement infondée et ne reposant sur absolument rien. Le procureur, James Goss, expliqua que selon l'accusation, David avait assassiné Jenny la nuit de sa disparition, puis avait dissimulé son corps quelque part dans la campagne voisine, avec l'intention qu'il ne soit jamais retrouvé. Concernant les messages envoyés depuis son téléphone, l'accusation soutint qu'ils provenaient de quelqu'un qui savait pertinemment qu'elle était morte et essayait seulement de justifier sa disparition soudaine. Ils évoquèrent également les documents liés à la voiture de location, les lieux d'où les messages avaient été envoyés et les kilomètres parcourus, indiquant que tout correspondait grossièrement au trajet vers et depuis ces zones. Selon le ministère public, il ne s'agissait certainement pas d'une coïncidence. L'affaire toucha bientôt à sa fin et les deux parties présentèrent leurs dernières conclusions avant de laisser le jury trancher. En février, après 10 heures de délibération, le jury donna raison à l'accusation. David Hodgson fut reconnu coupable à l'unanimité. Il fut condamné à la réclusion à perpétuité, assorti d'une peine incompressible de 18 ans. Il ne manifesta aucune émotion. Le juge, M. Justice Openshaw, déclara qu'il était évident que les deux jeunes gens s'étaient donné rendez-vous ce soir-là et que les preuves démontrant que David l'avait tué étaient absolument accablantes. Il ajouta que la dissimulation du corps avait prolongé le supplice de sa famille et de ses amis, et qu'il ne doutait pas que l'idée de savoir Jenny abandonnée quelque part sur la lande continuerait d'alimenter leur douleur. Il souligna également que l'accusé n'avait montré ni regret ni remords. Plus tard, les parents de Jenny prirent la parole pour raconter ce qu'ils avaient enduré à la barre, et ils le firent pour soutenir la famille de Millie Dowler, une jeune fille assassinée par le tueur en série Levi Bellfield. Les Dowler réclamaient une réforme du système judiciaire afin de mieux protéger les familles des victimes, qui se retrouvaient souvent revictimisées par les procédures. Pour nous, le procès a été une expérience absolument terrible. Nous avons eu l'impression que notre famille, déjà brisée, se retrouvait jugée autant que M. Bellfield, expliquèrent les Nichols, qui partageaient profondément ce sentiment. Vous voyez vos proches interrogés un par un sur leur mode de vie, chaque témoin attaqué dans son intégrité, certains finissant en larmes, tandis que l'accusé continue d'entretenir son récit mensonger, dirent-ils. Ils appelèrent à offrir davantage de soutien aux personnes appelées à témoigner et ajoutèrent que le système avait besoin d'être réformé. Malgré les appels insistants de la police, du coroner et de la famille de Jenny, David Hodgson n'a jamais accepté de dire comment elle est morte, ni où se trouvent ses restes. Lorsque son dossier a été soumis à la commission des libérations conditionnelles,
Cela a remis au premier plan ce que l'on appelle la loi d'Helen, qui vient tout juste de franchir une nouvelle étape vers son application. Cette loi porte le nom d'Helen McCourt, une jeune femme de 22 ans assassinée, et dont la mère se bat depuis des années pour obtenir ce changement. Mary McCourt n'a jamais pu offrir une sépulture digne à sa fille, car le meurtrier refuse toujours d'indiquer où il a dissimulé son corps. Aujourd'hui, elle veut que les détenus soient maintenus sous écrou tant qu'ils ne livrent pas les informations essentielles liées à leur crime. Le texte officiel, connu sous le nom de Helen's Law, a été adopté au mois de janvier 2021. L'objectif était clair. Si un meurtrier refuse de révéler où se trouve le corps de sa victime, ce refus doit peser lourd dans la décision d'une éventuelle libération. Les parents de Jenny, eux, n'ont jamais demandé à David où se trouvait le corps de leur fille. Ils ont expliqué qu'ils ne l'interrogeraient jamais, refusant de se placer sous sa coupe ou de lui donner le moindre sentiment de pouvoir. Ils ont ajouté que s'il pensait qu'en maintenant son déni, il pourrait sortir après une peine de 18 ans en continuant d'entretenir une façade d'innocence, il devait à présent comprendre que cela n'arriverait pas. Selon eux, son refus obstiné démontre qu'il représente encore un danger pour le public et qu'aucune commission de libération ne pourra désormais l'ignorer. Par la suite, David Hodgson a tenté plusieurs recours contre sa condamnation, mais aucun n'a abouti. Lors de sa dernière audience de libération conditionnelle, la commission a de nouveau rejeté sa demande, invoquant précisément la loi d'Helen comme motif principal. À l'heure où ces lignes sont écrites, David Hodgson est toujours incarcéré. Cette affaire a laissé de profondes traces, y compris parmi les enquêteurs. Sue Cross, ancienne commissaire adjointe de la police du North Yorkshire, a confié qu'elle pensait souvent à Jenny et qu'elle regrettait de ne jamais avoir pu la retrouver. Parfois, une simple chanson entendue à la radio la ramenait brutalement à l'enquête. On se surprend à se demander où elle est, et si une chance de la retrouver a été manquée. Ce serait un immense soulagement de pouvoir enfin la rendre à Alan et Brian. L'histoire de Jenny Nicole est tragique. Dès l'âge de 14 ans, elle a été prise sous l'emprise d'un homme qui lui a finalement volé son avenir. Comme dans bien d'autres affaires, l'absence du corps plonge les proches dans un vide insupportable. La famille de Jenny continue ainsi de vivre dans cette douleur cruelle. Anne a décrit plus tard l'agonie qu'ils ont traversée. Ce qui lui pèse le plus, a-t-elle expliqué, c'est de ne pas savoir ce que le meurtrier de sa fille a fait de son corps et de craindre que l'enfant qu'elle avait porté, mis au monde et aimé, ait été abandonné comme si elle ne comptait pas. Jenny comptait et elle compte toujours. Jenny Nicole méritait tellement mieux. Toute sa vie s'ouvrait devant elle. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce récit. Si vous souhaitez soutenir notre travail et nous aider à continuer de produire du contenu, pensez à aimer, commenter, partager et vous abonner. Cela nous aide énormément et nous vous en sommes profondément reconnaissants.